Le chant des sirènes. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Le chant des sirènes sur Westrack Radio, la radio associative indépendante du Havre. Depuis plus de 100 émissions, parce que maintenant on peut le dire, on a célébré notre 100e émission. Happy birthday. Voilà, c'était il n'y a pas très longtemps, on vous invite à la réécouter. C'était avec notamment toutes les sirènes et Médine, invité spécial de cette 100e. Donc voilà, depuis 100 émissions, on parle des femmes, de leurs droits, de tout ce qu'elles apportent à la société. Et on parle d'égalité entre les femmes et les hommes, enfin en tout cas de ce qui permet de l'atteindre. Et plus largement, on parle d'humanisme, on rêve d'une société unie où l'égalité règne. Un monde de tolérance, de compréhension, d'amour de l'autre, un monde où on se fout la paix et où on fait la paix. Alors non, c'est pas une émission bisounours, utopique, c'est une émission bien ancrée dans le réel et qui chante haut et fort. Alors notre chant du sirène, c'est pas celui qui mène les marins perdus à la mort, mais c'est celui qui, en tout cas, essaye d'apporter un peu de lumière et de chaleur dans ce monde. Et comme pour toutes les émissions, ce soir, les sirènes sont présentes autour des micros pour s'exprimer, faire part de leur coup de gueule, de leur coup de cœur, de ce qui les passionne et les révolte. Bonsoir les sirènes. Bonsoir. Bonsoir. Eh bien, ce soir, nous avons avec nous Marie. Tiens, je commence. Oui, coucou, voilà. coucou, ça va ? Bah oui. Qu'est-ce que tu nous as encore préparé Alors, j'ai rapidement cherché parce que les semaines passent très très vite, s'enchaînent et tout ça, vu l'actualité évidemment. Mais j'ai trouvé 4 petites pépites à vous faire découvrir. Ça va être assez chill, pop, un peu de trucs positifs, quoi, parce que je crois qu'on en a bien besoin. Voilà, vous retrouverez ces grosses pépites musicales tout au long de l'émission. Bonsoir Doris. Bonsoir. Qu'est-ce que tu vas nous raconter ce soir ? Je crois que c'est un peu une émission spéciale, toi. Ouais, je vais vous raconter une histoire, mais je vous dis pas de quoi. Ah, mais en tout cas, c'est une histoire de femme. Très bien. Et Claire qui revient parmi nous ce soir. Bonsoir. Oui, j'aime bien. Oui, c'est bien. Moi, je vais vous présenter une petite interview de Doris, justement, qui a été faite par des jeunes filles par rapport à sa chronique sur sur sa chronique criminelle. Voilà, puis je crois qu'on va parler aussi d'un morceau qui a été interprété hier au Volcan. Yes. Voilà. Très bien, on va revenir sur tout colère. ça, en effet. Bonsoir Marine. Bonsoir. Bon alors j'espère que ça va. Non. Voilà. En fait, Marie, elle va être positive et moi, je vais être le yin, le yang. Tu vois, moi, je vais être négative. C'est voilà. parfait. Très bien. Cherchons la voie du milieu et C'est non ça. celle des extrêmes. C'est ça aussi, le chant des sirènes. Voilà, parce que en effet, pour resituer un peu dans le contexte, si un jour vous nous écoutez dans le futur, si vous écoutez cette émission, nous sommes quelques jours après les élections européennes du 9 juin 2024. Ah, j'ai cru que c'était en 1938 qu'on était. Le Rassemblement National, parti d'extrême droite, est sorti en tête des élections européennes. Je fais un peu façon RTF, je sais pas si t'as reconnu. La France parle aux Français. Les Françaises. Donc voilà, on est dans ce contexte politique où le Rassemblement National est arrivé avec un score de 31% des voix exprimées aux dernières élections européennes, que le président Macron a dissous l'Assemblée nationale et que cela a impliqué des élections législatives anticipées. Donc, Et qu'on est dans la merde. Et que, voilà, dans quelques jours... Macron démission, parce que là, on se dit... Bah oui. Peut-être que ce qui est quasiment sûr, c'est que le rêve de Marine de voir Darmanin dégagé va se réaliser. Voilà. Depuis le temps qu'on le demande. Peut-être pas, parce qu'il y a un rapprochement avec Edouard Philippe. Non. Eh oui. Ils sont tellement forts. Ils sont en pleine bromance en ce moment. Ah. Dès que le vent tourne. Donc voilà, on est en pleine période électorale, les plus rapides qui n'aient jamais été organisées. Et alors la bonne nouvelle, si on peut dire quand même, dans tout ce merdier, utilisons les mots qu'il faut, c'est que c'est rassemblé un grand mouvement populaire des partis de gauche, le Nouveau Front Populaire, pour essayer de proposer autre chose et faire en sorte que les Françaises et les Françaises puissent s'y retrouver. Donc cette émission, elle se déroule dans ce contexte. Alors moi je vous le dis très honnêtement, je me suis demandé un peu ce qu'on allait faire, dans ce contexte-là. Là maintenant ce soir au Chant des Sirènes. On va rêver qu'on change le monde. Mais tout à fait comme toujours. On est là depuis 100 émissions en effet, depuis quelques années, en se disant qu'on apporte notre petit grain de sable à la machine. Mais voilà, forcément quelques interrogations de se dire qu'est-ce qu'on peut bien raconter à un moment un peu particulier, un peu sombre. Moi aussi, Marine, ce soir, je suis un peu sombre, mais on est tout ensemble et on va partager tout ce qui nous interroge et ce qui nous passionne ce soir.
Et heureusement, on a du Prosecco. Et voilà. Mais bien sûr, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Non, elle n'est pas interdit, l'abus d'alcool. Tu peux abuser. Non, dangereux. Pas encore. Mais il y a pire. Il y a le RN. Voilà, exactement. L'habit de fascisme est pire. Ouais. Donc voilà, ce soir, on va... On l'est déjà. Oui, peut-être. On va essayer de prendre le micro, de discuter de la situation, de se retrouver et de continuer à donner de la voix, aussi petite qu'elle soit. Mais voilà, on est là. Donc, on va démarrer cette émission. Tout à fait. On va écouter un petit morceau de Sudan Archives. L'inspiration est un concept aussi flou que fascinant, mais grâce à Sudan Archive, le flou prend forme et laisse place à des chansons d'une couleur musicale inédite. Cette chanteuse américaine y mélange des sonorités, les sonorités de sa voix, de son violon et des beats électro qu'elle a elle-même concoctés. La magie de sa musique réside ce que ça fait des beats électro. Des beats électro? Bah oui, on est à peu près 4 à cette dire on va... des beats électro. On se retient. Faut les recharger. Vous avez l'esprit encore mal tourné. Ah bah moi je me suis fait cambrioler, on m'en a pris une. Donc une beat électro. Ok. Donc nous recherchons la beat électro de Claire. Si quelqu'un l'a volée, veuillez la ramener à la radio. Merci. Donc cette chanteuse américaine y mélange des sonorités, les sonorités de sa voix, de son violon et des beats électro qu'elle a elle-même concoctés. La magie de sa musique réside ainsi dans ce surprenant mélange de tradition et d'innovation. On écoute tout de suite Sudan Archives avec le morceau Come My Way. I can't jump high, but I hear all the notes. I can't be you, no. I can't be you, but I can be true, though. I want to be friends. I want to be friends till time ends, yes. Et vous êtes de retour dans le chant des sirènes sur Westrack Radio. C'était le morceau dont j'ai complètement oublié le nom. Sudan Archives. Merci Marie. Voilà, un morceau bien lumineux. Et, oui, c'est clair, voilà, c'est tout doux. Ça fait du bien. Voilà, c'est très bien. Merci Marie. Donc ce soir, c'est un peu une émission spéciale Doris. Vous verrez tout au long de l'émission. Je vous conseille d'attendre jusqu'à la fin. Privilège de l'âge, ça. Voilà. Maintenant, ça va plus s'appeler Westrack, la radio, ça va être Dodo Track. Ouais, Dodo Track. Le chant des Doris. Oui, mais Track, T-R-A-Q. Le chant de la Doris. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est un lien aussi avec la mer, ça. La Doris. Bah oui. Ah oui, c'est vrai. Tu pêches avec un Doris. Ouais. Ah, je connaissais la Dorade, mais pas la Doris. La Doris dans Nemo, voyons. Ah bah oui, mais bien c'est sûr. pas Dory, je crois que c'est Dory. Ah oui, non. Non, alors il y a deux versions. La première version, c'est Doris.
Non, c'est un petit bateau. C'est un petit bateau, Doris. Je connais rien. Oh là Ok. là là. Bon, bah justement, Doris, tu vas nous raconter des histoires. Exactement. On t'écoute. Alors, en fait, j'ai pas écrit, j'ai pris 2-3 petites notes comme ça pour avoir quelques infos précises, mais je vais vous raconter cette histoire comme je la raconterais autour d'un verre. D'ailleurs, nous avons un verre. Une soirée entre amis ou devant un bar, enfin, peu importe. En fait, c'est une histoire qui parle d'une femme et il y a une actualité parce qu'on a parlé tout au long du mois de juin du 80e anniversaire du débarquement. Et si bien sûr, loin de moi l'idée de reclasser le courage de tous les hommes qui sont morts dans le cadre du débarquement, on oublie de parler qu'il y avait aussi des femmes, il y en avait très peu, mais il y en avait sûrement. Mais en tout cas, dans le cimetière américain de Colville... Des soldats, du coup. Alors, c'est des soldats, oui, on peut dire ça. Ou qui étaient peut-être dans... Non, c'est des soldats, elles étaient bien dans l'armée. Okay. Dans le cimetière américain de Colville, il y a 9387 tombes, et sur ces 9387, il y en a 4 de femmes. Donc, alors mon mari Jean-Jean, que certains connaissent, et guide conférencier, et pendant un moment, il a été guide conférencier sur les plages du débarquement. Donc, étape obligatoire au cimetière de Colville, où effectivement, à chaque fois, il s'arrêtait devant la tombe d'une même femme qu'il ne connaissait pas, qui s'appelle Elizabeth Richardson. Et il avait fait quelques recherches sur cette femme. Il avait appris que c'était ce qu'on appelait une donut lady. En fait, c'était une femme de la Croix-Rouge. Et son rôle, outre le fait de soigner, d'accompagner, etc., c'était aussi de donner du réconfort aux soldats qui étaient sur le front en leur amenant des donuts, des beignets. Ah ouais. Voilà. Donc, on les appelait les donut lady. Mais elle était bel et bien militaire dans la Croix-Rouge. Donc, engagée selon son désir, elle est venue en France. Et donc, Jean-Jean, à chaque fois qu'il faisait une visite, s'arrêtait devant sa tombe. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le cimetière américain de Colville, les croix sont toutes les croix ou les emblèmes, enfin je sais pas comment on appelle ça, mais les emblèmes des autres religions, c'est totalement blanc en fait, c'est une espèce de marbre totalement blanc. Et pour honorer, enfin pour montrer, parce qu'il y a des familles évidemment qui sont à l'étranger, qui sont aux États-Unis, donc ils ne peuvent pas honorer leur mort avec des fleurs, etc. On prend en photo les tombes, mais comme c'est blanc sur blanc, en fait on prend du sable que l'on passe sur la tombe pour lui donner un relief et bien montrer qu'on est bien sur la bonne tombe. Donc, quand il faisait sa visite, il s'arrêtait sur la tombe de des 4 femmes, dont cette fameuse Elizabeth Richardson. Et puis un jour, il était en train de faire son tour, et il y a un monsieur américain qui vient le voir et qui lui dit « Mais vous connaissez cette femme ?» Et il dit, oui, enfin, vaguement, je sais que c'est une des Donut Lady qui a officié pendant la guerre. Et là, le monsieur lui dit, écoutez, elle est de mon village, je la connais très bien et ça me fait tellement plaisir que vous parliez d'elle. Et il lui dit, est-ce que vous pourriez me donner votre contact ? Donc mon mari lui donne son contact, lui donne une adresse postale. Alors je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, hein. C'était au début des années 2000. Mais du coup la personne que Jean-Jean a rencontrée, c'est quelqu'un qui connaissait cette dame-là ? Voilà, c'est quelqu'un qui était du même village que cette dame-là, et qui en venant en voyage en France s'arrêtait au cimetière américain de Colville pour rendre hommage à cette femme qu'il connaissait. Et il se trouve un peu sidéré de voir qu'il y a un guide devant la tombe qui parle d'elle. Voilà. Donc il lui demande son adresse et puis donc nous voilà Jean-Jean qui revient au Havre et qui m'explique cette histoire un peu, et on y pense et on oublie. Et puis quelques semaines voire quelques mois après, on reçoit un paquet en provenance des États-Unis. Et là, qu'est-ce qu'on découvre ? On découvre un livre avec la photo d'Elizabeth Richardson, un livre en anglais. Donc évidemment, on le lit, on le parcourt, on regarde et on voit que cette femme est venue au Havre. On le voit parce qu'il y a un dessin d'une maison et c'est marqué « Mon logement quand j'habitais 10 rue Chef de Co au Havre ». Wow. Donc, nous, très intéressés, donc je vous rappelle, on est sur les débuts d'Internet, les débuts de Google Earth, et donc on se dit, on va essayer de trouver la rue. 10 rue Chef de Co au Havre, on ne trouve pas cette adresse. Donc on élargit un peu la recherche et là on s'aperçoit qu'il y a un 10 rue Chef de Co à cette adresse. Donc Google Maps, on visualise et là on voit
comme comme tout le monde sait dans Google Maps, quand on pointe, ça monte, et on voit de plus en plus précisément. Et là, on voit la maison, exactement la même maison que sur l'aquarelle qui est dans le livre. Trop bien. Donc, du coup, on est totalement excités. On se dit, super. Donc, on part le soir, tous les deux. On va 10 rue Chef de Co. Et là, on arrive devant une grosse maison bourgeoise avec un grand portail qui est ouvert. Et moi, je voulais faire une photo. Donc, c'est les premiers appareils numériques. Enfin, on n'est pas avec notre portable et tout ça. Donc, on passe la tête pour essayer de rentrer. Puis là, on se dit non, ça se fait pas. On n'ose pas trop et tout ça. Tant pis, on rebrousse chemin. Mais on a quand même cette idée dans la tête. Et là, je me dis, je vais y aller au culot. Je cherche qui habite au 10 rue Chef de Co et je vais appeler la personne et lui expliquer mon histoire. Là, je tombe sur un domestique, maison, un tel, bonjour. Et là, je lui raconte mon histoire telle que je viens de vous la raconter. Il me dit, quittez pas, je vais voir avec monsieur, madame. Et il nous invite à venir chez eux. Donc, on y va, très très content. Alors, grosse bourgeoisie, hein. On ouvre, on sonne, on rentre. C'est vraiment un domestique qui nous attend, qui nous fait rentrer dans le vestibule. Et on attend monsieur et madame qui nous invitent dans un salon. Bon, petit truc, ils nous ont même pas offert un petit thé ou un petit café. Mais enfin, on a pu leur raconter l'histoire d'Elisabeth. Et là, ils nous emmènent dans sa chambre. Oh là là. En fait, ils avaient transformé, donc ils connaissaient bien. L'histoire. Ils connaissaient pas l'histoire d'Elisabeth, mais ils connaissaient l'histoire des Donut Lady, des filles de la Croix-Rouge qui avaient été hébergées au Havre. Excusez-moi. Pardon, j'en perds ma voix. Et donc, du coup, ces appartements qui étaient des chambres ont été transformés en chambres d'étudiants, mais du coup, ils nous emmènent dans les chambres d'étudiants. Et là, on peut visualiser la chambre d'Elisabeth. De même, ils nous emmènent, il y a un grand appentis dans leur jardin, et il y a encore des médailles en métal qui sont accrochées. C'était les vestiaires, en fait, de ces femmes-là. Et donc, on voit le vestiaire d'Elisabeth. Décidément, je vais pas arriver jusqu'au bout. C'est délire, ça, quand même. Enfin... Et donc, on était super contents et super émus, évidemment, d'avoir redonné vie en fait, au personnage. Et du coup, j'ai fait un petit peu quelques recherches. Alors, ça, c'est un petit peu mes notes. On a appris... alors, le comble de l'ironie, c'est qu'Elisabeth, elle a fait la guerre. Elle a été sur le front, elle a essuyé les bombes, les balles, etc. Elle s'en est sortie. Et à la fin de la guerre, donc c'était en 1945, le 25 juillet exactement, elle part du Havre pour aller à Rouen dans un petit avion. Et en fait, l'avion se crache. Non. Et donc, elle meurt à 27 ans. Voilà. Alors, ce qu'on sait maintenant, c'est qu'elle était née le 8 juin 1918 à Akron, dans l'Ohio, mais qu'elle a grandi à Mishawaka, une petite ville industrielle, c'est là qu'on voit le passif amérindien en fait des États-Unis. Donc c'était à 160 km à l'est de Chicago. Et en fait, elle était passionnée par l'art. C'est pour ça qu'il y a des dessins dans le livre qui lui a été consacré, parce qu'en fait, elle prend goût au dessin, à la peinture, la photo, la poésie, l'aquarelle ou encore la musique. En fait, c'était une véritable artiste et elle passera de nombreuses heures à dessiner et à écrire des poèmes ainsi que des histoires. Et sa vie est devenue une histoire. Alors après sa mort, les membres de sa famille et des amis ont décidé de créer le prix Elizabeth Richardson en sa mémoire, qui est toujours décerné à une étudiante excellente dans l'art. Voilà. Et le Milwaukee Doomer, donc college, a décidé également de rendre hommage à son ancien élève. Et il a publié en 1950 tous les poèmes et toutes les histoires écrites par Elisabeth. Voilà. Okay. Donc j'aimerais qu'on ait une petite pensée émue pour cette femme un peu hors norme, voilà, qui a laissé sa trace. C'était en tout cas une belle enquête. Moi qui aime les histoires, alors là c'était pas criminel, mais il fallait quand même mener l'enquête et franchement je me suis mise à la place d'un policier ou d'une policière qui vient de résoudre une affaire et je me suis dit ça y est, je suis enquêtrice. Moi je te verrais trop détective privé mais carrément. C'est clair. Je me suis déjà renseignée. Je me suis déjà renseignée. Le problème des détectives, quand je m'étais renseignée, c'est qu'ils font beaucoup les adultères, etc. Bon, ça me branche beaucoup moins. Merci Doris, justement, on en saura peut-être un peu plus sur ta passion pour les histoires criminelles
grâce à Claire qui un peu plus tard dans l'émission. Voilà, grâce à Claire qui a travaillé avec des jeunes filles. Tu nous en diras un peu plus tout à l'heure. Et ça me fait penser, dans le cadre justement des commémorations du 80e, il y a eu quand même un peu, j'ai trouvé cette fois-ci, des portraits de femmes aussi. Et j'avais entendu parler d'une exposition photo qui avait eu lieu à Londres par le photographe Robin Savage sur la branche féminine de la Royal Navy. Et du coup, il avait fait une série de portraits des femmes qui étaient toujours en vie, de ces femmes qui ont participé très activement à la guerre. Elles étaient très nombreuses. J'ai perdu le nombre, mais voilà, il y a eu quand même eu des petits. Il y a quand même eu des résistantes petits, aussi. Les résistantes. Tout à fait. Puis même toutes les femmes, vu que tous les hommes étaient partis à la guerre, il fallait bien que les femmes fassent tout le reste. Les postes, c'est ça, des hommes aussi, quoi. D'ailleurs, je vous invite, si vous voulez googliser Elizabeth Richardson, vous verrez, il y a un beau reportage sur elle avec des photos où on la voit, on la découvre. C'était une super jolie femme et avec un sourire, des yeux. Enfin, moi, elle m'a plu et j'étais contente de parler d'elle. Merci. On est content d'avoir fait connaissance avec elle. Merci Doris. On continue l'émission. Marie, quel est le morceau que tu as sélectionné pour la suite ? Alors, on va passer par un truc un petit peu power pop rock'n'roll parce que quand même, on n'est pas là pour faire pour rigoler. Des chœurs et tout ça. Je vais vous parler d'un groupe qui s'appelle Bad Nerves. C'est du power pop rock'n'roll, donc composé de 5 membres qui sont originaires de l'Est de Londres. C'est un peu les enfants des Ramones et des Strokes, quoi. Donc un groupe d'un soir qui joue des chansons pop distordues, férocement rapides, remplies d'accroches et de mélodies à faire pâlir vos oreilles. On écoute tout de suite Bad Nerves avec le morceau qui s'appelle Sorry. Baby, help me understand.
retour dans le chant des sirènes sur Westrack Radio. C'était un morceau sélectionné par Marie. Ouais, c'était Bad Nerves, un morceau qui s'appelait Sorry. Un peu de fraîcheur et de soleil dans nos cœurs. Ah ouais, et puis un peu de mer, c'est bien. Pour cette période, on en a grand besoin, comme on l'expliquait tout à l'heure. On est dans une période assez unique, particulière, flippante, énervante. Très flippante. Triste, enfin voilà, on a un peu de mal à qualifier. Colère, on est triste, on s'interroge, voilà. Et donc, Marine, tu avais envie de partager justement avec nous ce soir. Oui, tout à fait. Sachant que c'est pas très simple parce que j'aime pas forcément parler de mes sentiments, donc mais je me suis dit que c'était nécessaire. Donc, exactement. Voilà. Alors, commençons. Si je commence à pleurer, je vais plus pouvoir m'arrêter. Et si je commence à hurler, toutes mes phrases ne seront qu'un long cri. Cela me paraît tellement indécent de parler de mes sentiments en ce moment, et pourtant je dois le faire. Parce que nous sommes beaucoup dans ce cas-là. On se met les anxiolytiques en sucrète dans le café, on passe des nuits blanches et des jours noirs. Et pour beaucoup, on se sent seul. En 2002, quand Le Pen père était arrivé au second tour, des millions de personnes s'étaient révoltées dans la rue. Aujourd'hui, elles sont quasi désertes. On se regarde en chien de faïence. Est-ce que lui, c'est un facho ? 40%, ma gueule. Tu sais que ça représente un sacré ratio. Donc en termes de stats, il y a pratiquement une chance sur deux pour que le gars avec qui tu parles à la cafétéria le soit. Et puis il y a la peur. Le coup d'œil derrière l'épaule quand quelqu'un est un peu trop près derrière toi. Et la méfiance, la prudence ou la parano, au choix. Est-ce que mon enfant va répéter ce que nous disons à l'école ? Est-ce que cela va lui poser des problèmes ? Et s'il passe, comment va-t-il grandir ? Est-ce que notre engagement va le mettre en danger ? J'ai peur pour mes amis aussi, parce que si je peux passer sous le radar en tant que petite meuf blanche hétéro, au moins, dans un premier temps, pour beaucoup d'entre eux, ce n'est pas possible. On voit déjà la violence se décomplexer à une vitesse phénoménale. Alors je ne suis pas joyeuse, je sais. J'ai même dit à des amis d'éviter de me voir en ce moment. J'ai la tête trop loin, le cœur trop lourd, et la voix cassante. Et personne n'a besoin de ça en ce moment, de cette espèce de connasse qui n'a que les désespoirs à proposer. Et j'en suis malade. Et je suis malade. D'ailleurs, j'ai pris de manière un poil trop littérale le « putain, on est dans la merde ». Voilà, c'était le point gastro. Ce genre de blague un peu de merde. Oui, voilà, ça ramène toujours des choses simples, c'est bien. Parce que bientôt, ça va être islamo-gauchiste, ça aussi. Gauchias pour le voilà, là, on est de la bonne gauchiasse. Donc, je suis fatiguée. Voilà. 20 ans que je documente les extrêmes droites, que je lis, que j'observe et que je crains ce qui est en train de se passer, là, maintenant. Et je me sens un peu comme Cassandre, parce que mon obsession pour ce sujet a fini par devenir une blague. J'étais devenue la docteure S. Fafri. Mais le plus dur, c'est d'avoir vu ça depuis longtemps. Ce putain de mur au bout de la route, et de ne pas avoir réussi à l'éviter. Si le futur est flou, c'est parce que nous sommes au pied du mur, comme le chant de Brave. Alors il faudrait parler des causes plus que des conséquences, de comment nous nous sommes ensauvagés, au sens d'Aimé Césaire, hein, pas de Darmanin, et j'en profite. Darmanin d'émission. Ouais. Comment nous nous sommes ensauvagés, donc, en laissant mourir des milliers de personnes dans la Méditerranée et dans la Manche, en relativisant la mort des gamins dans les quartiers, en laissant des gamines se faire maltraiter par islamophobie. Tellement de causes, je ne peux pas toutes les dire aujourd'hui. Je ne peux pas parler de la crise économique de 2008 et de comment l'Europe a lâché les pays comme la Grèce, mais a câliné des banques irresponsables. Je ne peux pas parler des attentats non plus. Tout prendrait trop de temps pour un titre chronique. Tout simplement, la merde a été roulée patiemment par le bousier durant de longues années. Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Nous sommes actuellement dans un moment de choix. Les choix que nous pouvons faire et les choix que nous voulons faire. L'histoire avec un grand H dépendra aussi de nos choix personnels, de nos petites vies. Il y a quelques années, je suis tombée sur une lettre de mon grand-père paternel. Il racontait sa semaine, ce qu'il avait mangé, les gens qu'il avait vus et les discussions qu'ils avaient eues ensemble. Et au milieu de ça, il parlait des bombardements et de la guerre. Cette lettre m'avait frappée. Je me demandais comment la guerre pouvait s'installer dans le quotidien, ou comment le quotidien pouvait intégrer aussi facilement dans sa routine la guerre. On pense souvent que tout tourne autour de cet événement exceptionnel, que nous serions tous happés dans les grands moments de l'histoire et que nous en serions les héros et les héroïnes. La réalité est plus complexe qu'un film hollywoodien. C'est ce que j'appelle le syndrome de la servante écarlate, du nom de la série. Dans la servante écarlate, tout est horrible. Toute la société tourne autour d'un projet fasciste et sexiste. Toutes les violences sont réunies dans cette micro-société.
Et souvent, quand il se passe une horreur, comme l'élection de Trump, on se dit « Oh, ça va finir comme la Servante écarlate !» Comme si c'était le modèle absolu de la violence la plus totale. Le problème, c'est qu'une société ne sera jamais aussi violente que celle présentée dans cette série. Et quand on me dit « T'imagines s'il se passait ça dans la vraie vie ?» Je rappelle toujours que Margaret Atwood, l'autrice du livre, n'a fait que cumuler des choses déjà existantes dans diverses sociétés et parties du monde. Nous sommes donc déjà, de fait, dans la Servante écarlate. Si demain le RN arrive au pouvoir, il n'y aura pas de grande marche militaire en rang et en chemise brune. Les gens ne vont pas se faire massivement arrêter du jour au lendemain. Les journaux ne vont pas être interdits d'un coup ou d'un seul. Tout se fera progressivement, en commençant par les populations les plus exposées. Celles dont on se fout déjà, en fait. On pourra s'habituer et accepter une violence qui arrivera au fur et à mesure. Alors non, ça ne sera pas l'horreur absolue. Non, ça ne sera pas l'Allemagne nazie. J'insiste dessus car il faut prendre en compte cette chose que personne ne veut dire. On peut continuer à vivre tranquillement sous un régime fasciste, tant que l'on n'est pas concerné. C'est là que se situent les choix que nous devrons faire. Je parle de celles et ceux qui ont la possibilité du choix. Se battre tout de suite, pour toutes et tous. Accepter que nous n'aurons peut-être pas la sérénité, la paix, le calme ou la tranquillité d'esprit que nous voulions peut-être pourtant avoir. Renoncer à tout ça pour la justice. Et c'est un choix. Ne rien faire est aussi un choix, comme le disait Sartre. Mais c'est celui de laisser faire. Et il va falloir qu'on le fasse ensemble. La lutte ne peut pas se limiter aux élections. Oui, il faut aller voter contre l'extrême droite, pour le Front populaire. C'est indispensable. Mais nous devons aussi lutter par-delà ces élections, en s'engageant, en se solidarisant et en faisant, comme le dit un ami, du développement collectif. Au Havre, nous avons ouvert la voie dimanche. J'espère que ce n'est pas un baroud d'honneur, mais le début d'une lutte collective. Merci Marine. Tu oui, merci. Très bien résumé, je pense. Enfin, en tout cas, notre sentiment voilà. à tous. Ouais, exactement. Et à toutes. Et c'est vrai que, voilà, je voulais aussi le noter. Je n'étais pas présente hier au rassemblement qui a eu lieu au Havre, qui a été organisé par plusieurs associations, de nombreuses associations havraises, des mouvements, voilà, citoyens, citoyennes havraises. Et ça a été, je crois, un beau moment de solidarité, d'espoir, voilà, de communion, on peut dire ça comme ça. En tout cas, d'essayer de faire quelque chose malgré l'inexplicable, l'impensable. C'est pas si inexplicable. Oui, non, c'est pas inexplicable. C'est impensable. Oui, tout à fait. Comme le dit Marine, en effet, c'est pas quelque chose qui survient du jour au lendemain et c'est pas quelque chose qu'on a vu venir. Mais... Ouais, on pensait pas, enfin moi je pensais pas que, mais voilà, je pense que c'est aussi tout ce qui est mondialement, tout ce qui se passe aussi dans le monde et qui crée aussi tout ça quoi. Enfin ça fait 40 ans que la politique française est en train de détruire tous les systèmes. Et le pire c'est que les électeurs, les électrices du Rassemblement national ne sont pas tous des cons. En fait, j'ai vu un reportage très intéressant sur cet À vous ce week-end. Il y a une ville en Seine-Saint-Denis qui s'appelle Vaujours. Alors la Seine-Saint-Denis a élu, était à 50% pour la France Insoumise. La France Insoumise. Et il y a une commune qui s'est démarquée avec un score tellement élevé pour le Rassemblement national. Ils sont allés interroger les gens et on aimerait tellement voir une bande de gros cons. Mais en fait, on voit des gens qui sont désespérés, qui sont pauvres, qui sont dans l'incompréhension, qui ont perdu confiance, qui disent « Moi, j'ai jamais voté pour le Rassemblement national, mais en fait, on n'a jamais essayé. » quoi. Et alors, c'est ça qui est un peu... Oui, mais pour des petites gens qui ont du mal, qui ont vu flamber le prix du gaz, de l'électricité, du gasoil, qui ont vu voilà ce genre de choses. On leur promet d'entrer une baisse de la TVA sur tous ces produits-là. Donc direct, ils pensent à eux quoi. Ils pensent à eux et puis je pense qu'ils sont tout simplement ils sont blasés quoi. Ils sont blasés. Et évidemment, nous, on a quand même des ressources d'échange intellectuel
et des échanges sociaux qui nous permettent de ne pas tomber dans ce type de travers. Mais il y a des gens qui sont isolés et qui pensent que c'est la solution. Et c'est ça qui fait mal, c'est de voir que ce ne sont pas tous des cons. Après, je pense que les médias aussi ont leur part de responsabilité. Enfin, il y a les politiques, etc. Mais puis il y a des gens pauvres qui votent pour le Rassemblement national. Il y a eu un article de Mediapart écrit par Michael Correa que j'aime beaucoup, qui a écrit notamment sur Total. Donc je conseille Michael Correa. Qui lui a pris le chemin inverse de beaucoup de rédactions et qui est allé voir les bourgeois qui sont allés voter pour le Rassemblement national, et notamment une des villes les plus riches de France, qui a troqué son vote traditionnel pour les Républicains pour le Rassemblement national. Et je pense notamment à un village qui accueille la famille Muliez, donc on est quand même pas, on est sur du lourd, on n'est pas sur de la petite bourgeoisie, on est sur de la très grande bourgeoisie. Et eux, ils votent aussi pour le Rassemblement national, et c'est pas parce qu'ils ont la misère, tu vois. Et c'est parce que eux, ils sont vraiment. Je pense qu'il y a un savant panachage des deux, quoi. Il y a un savant panachage des deux, et il y a un basculement des classes moyennes aussi. Que juste avant les élections européennes, il y a quand même 80 entrepreneurs français qui ont dîné avec Marine Le Pen. Donc le patronat, enfin, et j'ai envie de dire aux gens précaires, c'est pas le racisme, ni la transphobie, ni l'homophobie qui va payer votre loyer, quoi. Enfin, clairement. Voilà. On sait plus quel argument en fait prendre. On sait plus quoi leur dire sur ça, quoi. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui sont vraiment dans la merde. Je réécoutais le discours excellent, enfin pas le discours, l'intervention excellente de Philippe Poutou lors des dernières élections présidentielles, parce que c'est un truc qui me met du baume au cœur quand je le vois, et qu'il aligne Fillon, Le Pen, etc., et qu'il explique qu'il y a le nombre de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté, le nombre de gens qui gagnent moins de 1 000 euros par mois, quoi. Et ça s'est jamais enrayé, ça. Ouais, et puis quand tu vois, les grands patrons du CAC 40 ou du FAF 40, comme disait Charlie Nouveau-Donnecker hier, voilà, quoi, eux ils sont là, non mais nous on veut continuer à faire du business, on veut continuer à exploiter les gens, les mal les payer, etc. Et oui, effectivement, les travailleurs et travailleuses, je pense que c'est pas en votant le Rassemblement national que ça changera vos vies, bien au contraire. Hein. Ils sont du côté du patronat, de fait, quoi. Complètement. Il y a Inès qui fait partie des mouvements là au Havre, qui rappelait tout simplement qu'il ne faut pas oublier que le RN et le FN, c'est la honte. Et pour moi, c'est un peu la base. Moi, j'aime bien le petit slogan, c'est un peu comme ton ex, il dit qu'il a changé, mais en fait, non. Il ne faut pas oublier, que c'est la honte, en fait. Et c'est ceux qui sont là à se vanter d'avoir voté RN, mais non, en fait, il ne faut pas oublier que c'est la honte. Mais il y a surtout, moi, ce qui me dérange, ce qui m'interroge beaucoup ces dernières semaines, ce qui me dérange beaucoup, parce qu'en fait, tout ça, on l'a vu arriver. Je veux dire, j'ai commencé à voter en 2002, donc j'ai voté contre Le Pen, donc en fait, on peut pas faire. J'ai voté Chirac. Voilà, moi aussi j'ai voté Chirac. Depuis qu'on a commencé, on était dans la rue aussi. On peut pas faire semblant. On peut pas même le soir même. On peut pas faire semblant. Des grosses manifs et tout. Mais c'est logique qu'il n'y ait pas le même soulèvement, puisque tout a été complètement détruit ces dernières années, notamment après le mouvement des Gilets jaunes et déjà un petit peu avant, pour montrer que de toute façon on pourrait s'exprimer, on pourrait sortir dans la rue, ça ne changerait rien. Mais du coup, moi, ce qui me gêne beaucoup ces dernières semaines, et j'en suis arrivée un peu comme tu disais, Marine, c'est qu'en fait j'ai presque plus envie de voir du monde et de discuter, parce qu'en fait j'ai peur que des gens proches de moi ne votent pas RN. Enfin, j'ai aucune personne dans mon entourage proche qui vote RN, c'est clair. Mais qui n'aille pas voter. Non, qui n'aille pas voter, ou qui iront peut-être voter pour le nouveau Front Populaire, mais justement qui disent semer. Oui, mais quand même la gauche, gna gna gna. Oui, mais Mélenchon, gna gna gna. Oui, mais comment vous allez payer tout ça, gna gna gna. En fait, pardon, mais ta gueule. Juste là, on n'est pas là pour se poser cette question-là. Là, il y a juste un truc gravissime qui peut-être ne sera pas justement concerné en premier. Et c'est ça qui nous manque beaucoup. On manque beaucoup d'empathie, de compréhension et d'ouverture à l'autre. Et c'est-à-dire que toi, classe moyenne qui galère avec tes 1 800 euros net par mois, avec tes 2 gosses, oui, en fait, je comprends que tu comprends plus trop le monde qui se passe autour de toi. Mais en fait, juste pense aux autres et dis-toi que de toute façon, il ne se passera rien de bien. Et du coup, moi, ce qui me fait vraiment beaucoup de mal en ce moment, c'est ça. C'est qu'il n'y ait pas un soulèvement, même s'il n'est pas dans la rue, mais qu'il n'y ait pas un soulèvement de cœur ou d'âme qui se disent
Non mais ok, non mais voilà, on s'en fout. Je suis pas de gauche. On s'engueulera plus tard. Ou on s'engueulera plus tard. Ou là, j'ai jamais trop voté, mais la politique, ça m'intéresse pas. En fait, si la politique, ça doit t'intéresser, ça te concerne au plus profond. Donc juste ta gueule, on verra après. Et moi, ce que j'aime bien, ce que j'ai vu des dernières semaines, c'est quand même que le message qui est porté par le Nouveau Front Populaire, c'est certes, on se bat contre le Rassemblement national, mais on est là avant tout pour construire quelque chose de nouveau, pour un nouveau demain. Alors, moi, je l'entends parce que c'est ce que j'ai envie d'entendre et qu'on est un peu enfermés tous dans nos médias, dans nos propres réseaux, dans nos sphères. Et du coup, je trouve qu'en plus, là, j'ai un peu mis d'eau dans mon vin parce que j'étais très en colère et je commençais à me fâcher avec des gens. Et en fait, je me dis, en faisant ça, on ne discutera plus de tout ça. Et on se refermera encore plus et on ne se comprendra encore moins. Donc là, je trouve qu'on a un moment de basculement. C'est pas que le RN y fasse 30-35%. Enfin, pour moi, c'était déjà acté. Il y a rien de nouveau et on sait pourquoi on en est là. C'est qu'en fait, justement, de faire attention à ce que ce moment-là, ce soit pas un moment de basculement où les gens se renferment encore plus que ce qu'ils sont déjà, les uns entre les autres, et qu'il n'y ait plus aucune ouverture, les uns contre les autres. Moi, c'est vraiment ma grosse peur. Et ce que tu disais par rapport au fait que quand on a commencé à voter, on a toujours fait barrage. On a toujours fait barrage. Oui. Depuis le moment où on a commencé à voter, Clairement. on n'a pas voté pour, on a voté contre depuis le début. Enfin, je pense autour de cette table. Mais et il faut pas oublier que les politiques sont là pour porter la voix du peuple et pas le peuple qui porte la voix des politiques. Exactement. Et en fait, si on se désintéresse, on pourra continuer à dire que les politiques sont pas des bonnes personnes. Par contre, si on commence à s'intéresser, les politiques vont trouver de la voix dans le peuple pour pouvoir mener des politiques Oui, encore plus justes. faudrait-il qu'ils l'écoutent, justement. Ouais. C'est à nous justement de remettre, peut-être. justement l'église au milieu du village Ouais. et de dire Oui. c'est nous. Non, et moi hier du coup j'étais au rassemblement aussi contre enfin J'aime voilà, pas pour le- un monde meilleur. J'aime pas le mot rassemblement. Attends, Non, mais pardon. attention, attention. La petite bamboche. Oui. Non, mais attention, parce que quand il y a des extrêmes. Faut pas déformer les bah mots. oui, hein. Les mots ont un les mots, sens. voilà, Oui. les mots ont un sens. C'était il faut une pas petite qu'ils plaisanterie. Oui, t'as raison. Et en Mais- fait, moi, je suis né. qu'on soit fiers, quand même, hein. J'ai grandi aussi dans les années 80-90 où c'était la France Black Blamber, c'était touche pas à mon pote et tout. Et moi, c'est vraiment ces valeurs aussi qui me touchent et que j'ai envie de porter, quoi. C'est que. Enfin, ouais, elle est où ma France Black Blamber? Elle est où la mixité sociale? Elle est où le respect des gens, le respect des communautés, des différences de culture? Enfin. Je sais pas quoi, il y a tout un truc qui est en train de basculer. Et là, j'ai l'impression qu'on est en 1938 où on se dit mais non mais c'est pas grave les extrêmes au pouvoir mais alors après on dit oui mais la gauche, le Front Populaire c'est l'extrême gauche mais non en fait ça n'a rien à voir et en Oui, fait non, moi ça, je c'est ne sûr. suis pas pour les extrêmes. Trouvons un terrain d'entente, il y a peut-être des bonnes idées partout mais putain merde parlons-nous, écoutez les gens qui savent. Toutes les réformes qui sont faites sans consultation des personnes principalement concernées, je pense à l'éducation nationale où ils pondent des trucs, ils ont même pas consulté les profs, les chefs d'établissement pour se dire ah on va faire ça, non bah on va faire ça, c'est une super bonne idée et tout le monde est là mais vous êtes ouf ou quoi là? Enfin bon bref, pour tout ça, allez voter bordel de merde quoi. S'il y a 90% des gens, 100% des gens qui vont voter déjà, on sera là, ok, on est en démocratie, tout le monde se sont exprimés. Voilà quoi. Ah, puis moi, je voudrais juste parler quand même du moment dystopique dans lequel on est. Parce que là, on disait que nous, on avait voté pour faire barrage, etc. depuis 20 ans. Hein. Enfin, j'ai voté pour Macron. Bah, moi aussi, j'ai voté pour Macron. Bon, j'ai voté pour des personnes, qui j'étais pas. Je me souviens encore de ma mère qui allait voter Chirac comme si elle allait à un enterrement. Elle a traîné la patte pendant tout le chemin en disant il faut que je le fasse, mais c'est dur. Et on a cette personne, Aurore Berger, j'allais dire un gros mot, mais voilà, qui a déclaré sur Europe 1 le meilleur rempart au Front Populaire, ce n'est pas le RN, c'est nous. Donc le barrage maintenant, Ah oui, c'est il est inversé. le gouvernement de Macron. Mais bien sûr, mais après voilà, c'est l'espoir. C'est dystopique. Enfin, 20 C'est le ans, dernier qu'est-ce qui s'est passé en espoir 20 ans, quoi. du celui qui a perdu d'avance. Voilà, c'est Les miroirs par la maman. Voilà. Ah ouais. Et Si Aurore vous Berger, voulez tais-toi. résumer quand même, Macron
Il a quand même bien fait de la merde. Il a bien achevé quelque chose qui était de la merde tout le temps, déjà ça peut mal pas engagé. On pourrait peut-être le renommer Étron. Et voilà. Ah ouais, tiens. Non, Emmanuel est trop. je me dis que lui, il doit être tellement. Ah, mais j'ai fait une boulette là. Ouais, je suis peut-être allé trop loin. Mais non, il se dit même pas ça. Je sais pas. Non, je pense pas. Ouais. Il se dit même pas ça du haut de son trône là. Claire, tu voulais nous partager, je crois. Je sais pas, je me dis que oui, non, comme vous voulez. Je pense que c'est le moment. Ouais. C'est ce que je Ça me me semble suis être dit. le moment. Je me suis dit que c'était peut-être le moment. En fait, il y a une semaine, on s'est rassemblés justement pour préparer la prog d'hier. La bamboche d'hier. La bamboche d'hier. Et moi, mon maître mot, comme toujours, c'est My Woman Stage. Et je me suis dit que peut-être ça manquait un petit peu de minorité de genre. Et bon, on a été quand même servi par des comédiennes, par Marla Wallace hier. Mais voilà, il y a eu un coup de colère quand même avec un texte qui s'est écrit assez rapidement. Et on à 4, avec Lise, que j'embrasse, je pense qu'elle nous écoute. Gabriel et Tristan, on a écrit un morceau et qu'on s'est chauffé à faire sur scène hier en paf paf. Voilà, et on est un peu fiers parce que quand même on clôture l'article sur Mediapart et il y a une petite photo de nous. Bravo. Allez. Très bien la photo. Voilà, donc je suis venue vous partager ce petit texte que j'ai écrit. Au milieu des rideaux de pluie, les branches dansent comme une immense foule réunie, comme un cortège qui marche et qui crie. Des slogans à l'unisson, des slogans pour la nation. Il faut des courants d'air dans les plafonds de verre, des courants d'air dans les artères de la ville. Ça sent toujours un peu plus la crise suicidaire, les poubelles crament et la fumée a le goût de la colère. On se croit toujours de trop, pas à sa place. La ségrégation depuis longtemps s'en charge pour nous hélas. Dire qui l'on est, ce que l'on veut, sans rougir de mille le feu. La somme de nos bougies n'est pas cette flamme de haine qui grossit chez elle. Colère, c'est la honte quand on regarde en arrière. De la rouille qui nous ronge, c'est la société qui plonge dans les eaux troubles du passé, voire les horreurs recommencées. Les odeurs des fleurs se changent en gaz meurtrier. Au loin, on entend les pleurs des bombes qui viennent de tomber. Femmes, hommes, trans, égalité et dignité. Conflits armés, paix et liberté. C'est le murmure du monde passé, le murmure du monde présent et à venir. Dévorons l'instant, dévorer le futur. Les cris se répandent dans la foule comme une étincelle le long d'une traînée de poudre. Au milieu des rideaux de pluie, la peur s'empare de nous, la peur s'empare de tout. L'humanité n'est pas solitaire, l'humanité est solidaire. Ne laissons pas nos sœurs et frères dans l'ignorance et la misère. Des courants d'air dans nos plafonds de verre, des courants d'air dans nos artères, dans nos veines, notre atmosphère. La couche d'ozone, depuis longtemps, on a pris un coup. L'effet de serre nous étouffe, l'anxiété s'installe partout. Au mille feux, au mille voix, aux milliards de vies que l'on noie, c'est dans les discours élitistes que les gouvernements nous broient. C'est ensemble, pourtant, qu'on veut continuer d'espérer. C'est ensemble, qu'on lève le poing pour lutter. Merci Claire. Je vous en prie, ça me fait plaisir d'être là pour... merci de nous avoir partagé ce joli texte. C'est très chouette, merci. On continue. On a pris beaucoup de temps, mais on avait besoin d'échanger, d'échanger sur tout ça. Parce si jamais le directeur des programmes nous écoute, on va peut-être dépasser un petit peu. Le message adressé en direct. Voilà, si jamais vous nous prévenez, monsieur le directeur. Voilà. Mais c'est important il se passe un moment important en ce moment, donc de pouvoir en échanger et de pouvoir sortir ce qu'on a sur le cœur. Donc merci Marine pour avoir ouvert la porte de tes sentiments et de nous avoir permis d'ouvrir la nôtre. Et ça merci. fera 60 €. Voilà. Et merci Claire pour le partage de votre morceau. Avec grand plaisir. Tu voulais, Marine, nous partager un morceau qui te tenait à cœur ? Oui, alors ça me tient à cœur. Alors excusez-moi, c'est vraiment pas... C'est pas joyeux, mais un peu quand même. Je voulais vous partager un morceau de Kilapé, qui est un rappeur grec, du nom de Pavlos Fyssas, qui a été assassiné en 2013 par des membres néo-nazis de Aube Dorée. Et moi j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et l'histoire elle pourrait s'arrêter là, de juste un rappeur indépendant qui a été tué
Par des nazis. Par des nazis. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'Aube Dorée. Et si vous ne vous souvenez pas d'Aube Dorée, c'est un peu grâce à la mère de Pavlos Fyssas. Parce que Pavlos a été tué, mais c'était aussi dans un contexte où Aube Dorée aimait bien aussi taper sur des immigrés, avait eu d'autres meurtres, etc. Et la mère de Pavlos Fyssas, parce que son fils était antifasciste, a accepté que le cas de son fils, qui était celui d'un jeune homme blanc, et qui aurait pu avoir un jugement du coup plus rapide, avec des peines prononcées plus rapidement, parce qu'on avait identifié les personnes qui l'avaient tué, elle a refusé que son fils soit jugé à part, et donc ils ont fait un procès commun avec toutes les exactions faites par Aube Dorée. Et ils ont réussi à remonter jusqu'au député d'Aube Dorée. Ça a duré 10 ans de procédure, en 2023. Et il y a des députés d'Aube Dorée qui sont en prison parce que cette mère a refusé et s'est solidarisée avec tout le monde. Et c'est une grande victoire antifasciste. Et si Aube Dorée est aujourd'hui un peu anecdotique, je dirais pas anecdotique, mais à un moment ils ont failli quand même prendre le pouvoir en Grèce, mais c'est aussi grâce à elle. Voilà. Donc finalement c'est assez optimiste. C'est assez optimiste. Ouais. Et un grand respect pour sa mère. Je parle beaucoup de sa mère parce que sa mère est devenue un visage de l'antifascisme grec. Son père aussi. Voilà. Ok. Et on écoute. Merci. Ouais. Kilapi. Kilapi. Έγινε ο κόσμος μια μεγάλη φυλακή. Κι εγώ ψάχνω έναν τρόπο τάδεσμα να σπάσω. Έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί. Σε μια πολύ ψηλή κορφή πρέπει να φτάσω. Γι' αυτά πλώνω ξανά πολύ ψηλά τα δυο μου χέρια. Για να κλέψω λίγο φως από τα λάμπερα αστέρια. Δεν αντέχω εδώ κάτω και κοντεύει να με πλήξει. Των ανθρώπων η μιζέρια τόσο όσο και η θλίψη. Δεν αντέχω άλλο κι όλοι αυτοί δεν μου ταιριάξαν. Πήρα τ' άλλο μονοπάτι και όχι αυτό που μου χαράξαν. Ήταν δύσβατο σκληρό και με παγίδες πολλές. Αγάπες, κάρτες και φίλοι, φαρμάκερες οχές. Είχε τέρατα με παράξενες στολές που παράμονευαν πάντοτε κρυφά μες στις σκιές. Μη κοντοσταθείς, αν πρόκειται να ακολουθήσεις. Τα δόντια σφίξε γερά και μη δακρύσεις. Εγώ το πήγα και το έφτασα στο τέρμα. Και όπως γράφουν στα βιβλία οι παλιοί σοφοί, όταν θα φτάσει ο ήλιος στο τελευταίο γέρμα, θα βάλουνε φωτιά από ψηλά οι αετοί. Για όσους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές, θέλω να ξέρουν ότι σιγάνει κάψου. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές θέλω να ξέρουν ότι σιγάνει κάψου. Κι όσοι μ' απειλήσαν με πυρηνάδες, μα θέλω να ξέρουν ότι σιγάνει φοβηθώ. Να έρθουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά, τους περιμένω και σιγάνει φοβηθώ. Μου είπα να μην κάνω όνειρα τρελά, να μην τολμήσω να κοιτάξω τα αστέρια. Μα εγώ ποτέ μου δεν τους πήρα σοβαρά. Πήρα τον κόσμο ολοκληρώ στα δυο μου χέρια. Θέλουνε τώρα να μου φτιάξουν μια θωριά που έχει πάνω της το φόβο, την ασχήμια και ένα κλάμα γοερό και μια λυσίδα βαριά. Κουβαλάει την κατάρα των θεών και την βλασφήμια. Δεν θα δακρύσω μάται και θα φοβηθώ. Δεν θα αφήσω να μου κλέψουν τα όνειρά μου ελεύθερα ψηλά. Πολύ ψηλά πετώ κι όλοι ζηλεύουν τα περήφανα κι αδές με τα φτερά μου. Και περιμένω κι άλλα αδέρφια για να βγουν σ' αυτή την κορυφή που όλους περιμένει αρκεί. Να μην δακρύσουν και να μην φοβηθούν σ' αυτή την έξυπνη απάτη, την καλωστημένη. Για όσους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές, θέλω να ξέρουν ότι σιγάνει κάψου. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές θέλω να ξέρουν ότι σιγάνει κάψου. Κι όσοι μ' απειλήσαν με πυρηνάδες, μα θέλω να ξέρουν ότι σιγάνει φοβηθώ. Να έρθουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά, τους περιμένω και σιγάνει φοβηθώ. Για όσους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές, θέλω να ξέρουν ότι σιγάνει κάψου. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές θέλω να ξέρουν ότι σιγάνει κάψου. Κι όσοι μ' απειλήσαν με πυρηνάδες, μα θέλω να ξέρουν ότι σιγάνει φοβηθώ. Να έρθουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά, τους περιμένω και Et vous êtes de retour dans le chant des sirènes sur Westrack Radio. C'était un morceau qui nous a été proposé par Marine. J'ai oublié le nom de l'artiste interprète. Kilapi. Merci Marine. Pavlos Fyssas.
bien quand même dans tous ces sentiments qui nous submergent et qui nous interrogent et qui nous déstabilisent un peu, le chant des sirènes a sa petite routine. Ouais. Et on aime bien quand même parler d'actualité, donc là forcément on l'a fait bien évidemment, mais il y a toujours d'autres actualités puisque il se passe d'autres choses dans le monde. Tout à fait. Juste quelques nouvelles. Vous n'aurez pas pu passer à côté. Moi, en tout cas, j'étais passé complètement à côté parce qu'il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse d'autre en ce moment que l'actualité politique. C'est l'Euro de football masculin en ce moment. Ouais. Et l'information qui m'a marqué, c'est une information qui nous vient du Nord, du Danemark. C'est les joueurs de l'équipe nationale du Danemark qui ont refusé là très récemment une augmentation de salaire pour s'assurer qu'ils aient des conditions de travail égales à celles de leurs homologues féminines. Donc il y a un nouvel accord qui a été passé entre l'équipe masculine nationale du Danemark et la Fédération danoise de football qui rentrera en vigueur après le championnat d'Europe masculin en Allemagne. Et du coup, les internationaux masculins et féminins recevront la même somme d'argent pour représenter leur équipe nationale. Ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Et dans le cadre de ce nouvel accord, les joueurs masculins ont donc accepté une diminution de 15% de leur couverture d'assurance pour permettre une amélioration de 50% de celle des joueuses. Voilà. Et les hommes ont également refusé une augmentation de salaire. Alors, bonne nouvelle. C'est ça qu'on veut quand on dit soyez des alliés. On veut pas que vous preniez des bières en disant j'ai lu Mona Chollet, je suis déconstruit. On veut que tu donnes 50%, gars. Et quand on dit qu'on veut construire des choses pour demain, c'est ça. Voilà, c'est des choses pas si compliquées que ça à faire. Ça vient quand même assez souvent des pays nordiques, les bonnes idées. Eh bien, écoute, justement, encore un peu plus au nord, l'Islande vient d'élire Alla Tómasdóttir, une femme d'affaires, au poste de président du pays. C'est la deuxième femme qui en Islande occupera cette fonction de présidente en Islande. La précédente, c'était en 1980, Vigdís Finnbogadóttir, qui est devenue la première femme élue démocratiquement dans le monde au poste de chef d'État. Et donc, cette femme qui est élue et présidente actuellement en Islande, donc Alla Tómasdóttir, elle affrontait Katrín Jakobsdóttir, première ministre qui avait démissionné il y a quelques mois. Donc un affrontement femme-femme. Même si dans cette république parlementaire, le rôle de la présidente est plus limité que dans notre pays, il y a quand même quelque chose qui font envie. Tout d'abord, cet affrontement entre deux femmes politiques. Et puis, ça dépend quelle femme politique, pas forcément. Oui. Mais aussi, quelque chose qui est intéressant dans ce pays, c'est que tout citoyen qui rassemble 1500 signatures, alors ils sont 380 000 habitants, donc le ratio c'est quand même important, mais tout citoyen qui rassemble 1500 signatures peut se présenter aux élections. Donc voilà, c'est assez chouette. Merci l'Islande. Et puis on va descendre, alors là, beaucoup plus au sud. On va aller au Mexique en parlant de présidente, justement, puisque la candidate de gauche Claudia Sheinbaum a été, je sais pas comment on dit d'ailleurs, Sheinbaum, devient la première femme élue présidente du Mexique. Oui, ça c'est quand même une bonne nouvelle aussi. Et quand on connaît le droit des femmes au Mexique, qui est quand même le nombre de féminicides extrêmement élevé, et la dangerosité d'être une femme au Mexique, on espère une bonne chose pour toutes les femmes mexicaines. Voilà pour les nouvelles positives du moment. Pour terminer l'émission, j'ai envie de dire. Non, on a le temps. On a le temps, très bien. Comme on le disait tout à l'heure, c'est un peu l'émission de Doris, puisque Claire, tu voulais nous partager. C'était mon anniversaire récemment. Bon anniversaire. J'ai eu des beaux cadeaux par mes copines, notamment. Claire, oui, je voulais nous partager tout à chose. fait. Lors des... Pardon, excusez-moi, je fais une Doris là. Oui, non, mais on fait tout comme elle ce soir, la copie, c'est son émission. C'est la fatigue, ça. Lors des ateliers pédagogiques que je mène dans le cadre de Westrack, j'ai 3 jeunes filles, Karel, Inès et Kenza, qui voulaient s'intéresser aux tueurs en série. Et là, je leur ai parlé de Doris et je leur ai dit, intéressez-vous plutôt aux femmes. Une tueuse en série. Je leur ai dit, écoutez une chronique de Doris, et puis si ça vous intéresse, on l'interview. Donc c'est ce qui a été fait, et puis du coup je vous propose d'écouter ça. Donc Karel, Inès et Kenza qui ont interviewé Doris. Donc c'est des élèves du collège Jean-Moulin. Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons avec Doris Le Matchelon qui va nous expliquer plus en détail son domaine de la criminologie. Nous allons lui poser plusieurs questions, et je vais laisser la parole à Kenza. Bonjour. Bonjour.
Qui êtes-vous plus précisément? Alors, je ne m'entends pas très bien, donc tu m'as demandé qui j'étais, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, alors je m'appelle Doris Le Mathieulan. Je suis musicienne, mais je travaille aussi dans une structure musicale où je m'occupe de la communication. Et parallèlement à ça, je suis passionnée d'affaires criminelles depuis très longtemps. Et donc je regarde plein d'émissions, je lis plein de choses et j'essaye de me renseigner pour avoir des informations sur le sujet. D'accord. Voilà, je suis du Havre et j'ai 56 ans. D'accord, merci. Que faites-vous dans la vie? Alors, dans la vie, je fais de la musique depuis très longtemps. Je joue notamment avec mon mari depuis plus de 35 ans. Et sinon, je suis responsable de la communication dans une structure qui s'appelle le CEM, le Centre d'expression musicale. Et mon rôle, en fait, c'est de parler et de faire la promotion de cette structure à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. D'accord. Nous avons entendu votre chronique sur Tamara Samsonova, qui est une tueuse en série, et nous aimerions savoir qu'est-ce qui vous passionne dans ce domaine de la criminologie. Alors, merci déjà d'avoir écouté ma chronique. Ce qui me passionne, en fait, c'est plutôt le côté sociologique des choses, c'est-à-dire je pense que je suis quelqu'un qui craint un petit peu le genre humain et que le fait de regarder et d'essayer de comprendre les mécanismes criminels, ça me permet d'analyser et donc de comprendre. Et en fait, ce qui m'intéresse beaucoup et de plus en plus, ce sont les crimes qui sont commis par des gens comme vous et moi, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas des criminels à la base et qui passent à l'acte criminel parce que les situations deviennent compliquées pour eux, quoi. Voilà. Donc mon but, c'est plus de comprendre les êtres humains, savoir pourquoi un jour ils deviennent criminels. D'accord, merci. Depuis combien de temps exercez-vous ce domaine et est-ce que depuis votre enfance êtes-vous passionné? Alors, j'ai pas très bien entendu, mais j'ai cru comprendre que c'était depuis combien de temps. Alors, déjà, je n'exerce pas dans ce domaine. Okay. En fait, c'est une passion que j'ai à côté de mes vraies fonctions, on va dire, de salarié. Ça fait une bonne quinzaine d'années. Et en fait, avant, je travaillais comme journaliste. Et dans ce cadre-là, j'ai eu l'occasion de travailler sur des affaires criminelles qui étaient anciennes. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à ça. Et puis, j'ai débordé, donc je consacre une grande partie de mon temps libre. Je regarde beaucoup d'émissions, j'écoute beaucoup de podcasts et j'ai aussi pas mal de livres sur le sujet. Donc, je vais dire que ça fait à peu près une quinzaine d'années. D'accord. Avez-vous déjà fait plusieurs conférences sur le Havre? Ah, pardon, j'ai pas compris la question. Avez-vous déjà fait des conférences sur le Havre? Oui, alors j'ai fait avec mon mari, donc qui s'appelle Jean-François, et qui est guide conférencier, donc qui est historien de la ville du Havre et pas que d'ailleurs. On a fait des conférences tous les deux. On a fait une conférence qui s'appelait Crimes et bâtiments. Donc là, le but de la manœuvre, c'était d'aller en ville, dans la ville, au centre-ville du Havre. Et là, on allait dans des endroits où s'étaient produits des crimes tout au long de l'histoire du Havre. Lui, il expliquait d'un côté l'histoire, l'époque, la période, et moi, j'avais écrit. Alors, c'est pas moi qui étais avec lui, c'était un comédien. Et en fait, moi, j'avais rédigé le texte, en fait, et j'avais donné les noms des affaires, et j'avais fourni des documents qu'un comédien pouvait jouer. En fait, et donc ça c'était sur quelques crimes identifiés dans le centre-ville du Havre. Et puis on a fait 2 autres conférences qui s'appelaient Un Havre de crime, où là on était tous les deux donc ça s'est passé à la médiathèque Oscar Niemeyer et aussi dans 2 autres médiathèques au Havre, où on a raconté des affaires criminelles tout en les resituant dans le contexte historique de la ville. Alors, on en a fait une où ça parlait particulièrement du quartier de l'Eure, notamment.
D'accord, merci. Auriez-vous l'idée un jour de sortir un livre sur des faits criminels ? Si j'ai sorti ou si je vais sortir. Oui, c'est ça. En fait, quand j'ai travaillé comme journaliste, j'avais préparé, il y a ce qu'on appelle un supplément, c'est un genre de magazine qui était sorti avec des affaires criminelles, qui faisaient partie de l'histoire du Havre. Mais j'aimerais bien peut-être un jour, si j'ai le temps, mais comme je fais beaucoup de choses dans la vie, j'ai pas toujours le temps de faire exactement ce que je voudrais, mais peut-être quand je serai vieille, quand je serai en retraite ou je ne sais quoi, je me mettrai à écrire. J'ai notamment des idées de sujets, notamment sur un personnage qui s'appelle Berthe Anna Héon, qui est en fait une des victimes d'un tueur en série qui s'appelle Landru. Et je trouve que cette femme, elle était havraise et qu'elle a été totalement oubliée en fait de l'histoire, et que j'aimerais bien lui redonner un peu vie, forme pourquoi pas d'un récit qui pourrait être un petit peu romancé, mais surtout qui s'appuierait aussi sur des documents réels que j'ai eu l'occasion de consulter et de photographier quand je suis allée aux archives nationales de la police. D'accord, merci. Est-ce que c'est compliqué d'alterner le métier de chanteuse et votre passion pour la criminologie ? Non, c'est pas vraiment compliqué parce qu'en fait, comme tout est une histoire de passion, dans la vie, les passions, c'est ce qui nous donne envie de vivre. Donc, on le fait avec plaisir. Donc, non, c'est pas un problème. Et d'ailleurs, dans mes textes de chanteuse, je parle pas souvent d'affaires criminelles, mais par contre, c'est un univers aussi qui est assez noir. Parce que je pense que, comme disait Victor Hugo, la mélancolie, c'est la joie d'être triste. Et donc, je m'exprime beaucoup sur ce type de sujet, donc que ça soit dans mon travail de chanteuse et de guitariste, et aussi dans ma passion pour les affaires criminelles. En fait, tout est lié. Je crois qu'on peut dire que c'est une passion pour le genre humain, pour les gens en fait, et le crime et la noirceur, ça fait partie des gens. D'accord, merci pour votre réponse. Êtes-vous passionné d'une histoire en particulier plus que les autres ? Ouh là là, j'ai toujours mal entendu, pardon. Êtes-vous passionné ? Êtes-vous passionné d'une histoire en particulier plus que les autres ? Une histoire en particulier ? Alors oui, il y a des histoires qui me touchent plus que d'autres. Je suis passionnée par un fait divers qui s'appelle le crime des sœurs Papin. C'est 2 sœurs qui étaient domestiques chez des bourgeois. Ça s'est passé au début du XXe siècle, un petit peu plus tard même. Et elles ont commis un crime horrible. Et en fait, on n'a jamais vraiment su pourquoi, mais elles étaient liées par un amour de sœur qui était immense. Et on a supposé que l'aînée avait une maladie psychiatrique. Elle est morte d'ailleurs enfermée dans un asile avec des délires, etc. Et la cadette, elle a réussi finalement à se réinsérer dans la vie. Et ça m'avait tellement intéressée que j'ai vu un film documentaire en fait sur une personne qui partait à la recherche des sœurs Papin pour essayer de recreuser un peu cette histoire extraordinaire. Et il se trouve que j'ai eu l'occasion d'aller à Nantes à plusieurs reprises et que j'ai réussi par des recherches à refaire un petit peu le parcours de la dernière sœur Papin, de la cadette, et que j'ai même retrouvé l'emplacement de sa tombe dans un grand cimetière où elle est enterrée de manière assez anonyme, mais par le biais de croisements et de truchements d'informations, j'ai réussi quand même à localiser la tombe. Et quand j'y suis allée, j'étais très émue parce que voilà, cette femme a une histoire extraordinaire. Certes, elle a commis un crime odieux, dont je ne vais pas vous raconter le détail, mais c'est une des histoires, c'est une forme de crime qui n'est quasiment jamais arrivée. Et j'ai été émue parce que c'était l'aboutissement d'une recherche en fait. Et voilà. Ce que je voulais vous dire,
c'est pas de la fascination morbide, c'est-à-dire que c'est pas, je n'ai pas un goût pour les choses horribles. C'est vraiment c'est vraiment l'humanité ou la déshumanité qui m'intéresse, parce que ce qui m'intéresse surtout, c'est de comprendre mes contemporains et mes contemporaines. D'accord, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci à vous. Merci. Merci à vous d'avoir écouté ma chronique. Merci à vous de vous être intéressé à ma petite personne. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser en vrai. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Nous remercions Doris Lematuelon pour cette interview. Je vais laisser la parole à Karel qui va nous raconter l'affreuse histoire de Tamara Samsonova. Tamara Samsonova fut arrêtée en 2015 après avoir été filmée par une caméra de surveillance alors qu'elle transportait dans une marmite la tête bouillie de sa dernière victime, avant de se débarrasser du reste de son corps découpé en membres. On a découvert par la suite qu'elle avait empoisonné la salade qu'elle avait offerte à cette dernière, une vieille jardinière de 79 ans qui ne voulait plus vivre avec elle. Tamara racontait qu'elle n'avait aucune envie de vivre seule et que conserver certaines parties de sa colocataire la ferait se sentir moins seule. Tamara était atteinte de schizophrénie et avait confié dans son horrible journal intime avoir tué et mangé 11 personnes depuis 1995. Son mari, disparu depuis 10 ans, serait potentiellement l'une de ses victimes, et elle a confirmé avoir également tué 2 de ses colocataires mâles. Cette femme avait l'habitude d'endormir ses victimes à l'aide de ses médicaments, avant de les tuer et par la suite manger les organes internes. Tamara était étrangement liée à son voisin Andrei Chikatilo, l'éventreur du Rostov, condamné à la peine de mort en 1992 pour le meurtre et le viol de 52 personnes entre 1978 et 1990. Tamara Samsonova est en hôpital psychiatrique quand son jugement débutait en mi-août 2016, mais étant donné que celle-ci avait déjà avoué son crime, elle restera en hôpital psychiatrique dans son pays natal, la Russie, pour le restant de ses jours. C'est la fin. Merci. Excusez-moi, c'est moi, j'avais mis les enceintes. Désolée. Merci Larsen. Alors, merci aux 3 jeunes femmes pour cette interview de Doris. Merci à Claire d'avoir montré que j'étais complètement sourdingue. Voilà. Non, mais ça, c'est juste que la connexion était archi pourrie et je faisais de mon mieux pour comprendre. Je vous assure que mon système auditif est parfait. Et ben on voit en tout cas que ça les a inspirés. Mais oui, c'est encore très gai tout ça. Alors, histoire incroyable. Merci beaucoup. Marie, avant de terminer l'émission, tu voulais nous partager un événement à venir. Oui, tout à fait, parce que du coup, samedi prochain, donc le 29 juin, je fais une petite bamboche, une petite fête. C'est la sauterie annuelle de l'été. C'est la sauterie annuelle du Tetris, le Support Our Local Scene, édition 8. Et attention, ça va sonner dur dans le fort de Tourneville, je vous le dis tout de suite. On commence à partir de 14h, on vous accueille, venez, on se détend, tout ça, on prend le soleil, on boit une petite grenadine. Et on a un programme chargé, puisqu'il y aura 7-8 artistes même dans la journée. On va commencer avec les Benghazi Truckers, qui sont un groupe de stoner rock du Havre. De retour En plus, avec une nouvelle formation et tout. On va découvrir après, normalement, si le timing se tient, 15h30, Intrusive Throat, un groupe de punk rock, de punk garage punk, de post-punk. Du punk, quoi. Du punk, ouais. Voilà, des petits jeunes de Rouen, ça va être trop bien. Après, il y a le groupe Presque qui fait un truc un peu sludge punk de Rouen. C'est les petits papas du rock. On leur fait des gros bisous, c'est mes potes. Après, on va avoir, attention, le nouveau groupe de rock, de dark rock du Havre avec les anciens membres de Dickie Bird, de Grand Final. Tiens, toi. Encore elle. Doris avec Diablerie. Donc ça, c'est vers 17h30. On enchaîne à 18h30 avec Kezia Mason, un groupe d'instru stoner doom psyché du Havre. 19h30, mes petits chouchous du moment, les petits Rouennais de Dirty Clad. On vous fait des gros bisous, les petits chats. On a hâte de vous écouter samedi. On finit les concerts à 20h30. Le début du concert commence avec Métro Verlaine, un groupe de pop sauvage d'Évreux, et on finira tranquille dans le bar du Tetris avec un DJ set de La Philanthrope. Oui. Et voilà, il y aura programme. aussi donc toujours le free shop. Il y aura aussi mes potes de la friperie de Rouen qui s'appelle Le Fringue.
Voilà, et ça va être super, il va faire super beau. Parce que c'est super Horlokalsine. Et ça terminera suffisamment tôt pour qu'on soit en forme pour faire quoi le lendemain? Allez voter. Et c'est gratuit, Marie, tu n'as pas précisé que c'est gratuit, sûr. c'est en extérieur. C'est gratuit avec vos impôts, mes petits chats. Voilà. Profitez-en pendant qu'il est encore temps. Et voilà. Encore merci aussi à la philanthrope qui était là aussi hier. Tout à fait. Qui a fait un super set. De 10 minutes, parce que le timing était un peu imposé. C'était 10 minutes super. Tout à fait. Et merci à la il y aura philanthrope. beaucoup plus de temps pour elle samedi prochain. Et on se retrouve dans la prochaine émission du Chant des Sirènes, je ne sais pas quand, mais bientôt un jour, en tout cas dans un monde différent. Peut-être que l'actualité va faire qu'on va refaire une émission la semaine prochaine, qui sait. Dans 15 jours, dans 3 semaines. Ce sera la surprise, vous nous attendez tous et tout avec impatience, on reviendra, vous inquiétez pas. Quoi qu'il arrive, on sera là. On sera là, exactement. Sinon, c'est vrai que c'est la dernière mission avant la coupure estivale. Voilà, relisez Matin Brun en attendant. Voilà, c'est ça. Et donc les ronflements bruns de Bruno Le Maire, on comprend pas. Allez voter, nouveau Front Populaire, il n'y a pas d'autre chose à voter. On se retrouve bientôt, bonne semaine, au les prenez soin cœurs. de vous et puis peace and love. Hein. Parlez autour de vous, discutez, échangez et gardez l'esprit ouvert et prenez soin de vous. Rien n'est perdu. Tout à fait. Et pour finir, je vous propose d'écouter un petit morceau de Royal Otis, qui est un groupe d'indie pop australien. Alors c'est vraiment une petite pépite comme les Australiens savent bien faire. En fait, ils sont originaires de Sydney. Le nom du groupe est une combinaison des prénoms des 2 membres. Oh, c'est original. Royal Otis annonce, donc ils viennent de sortir un premier album en février 2024. Alors c'est une reprise que je vous propose là, qu'on m'a fait découvrir il y a quelques temps, un ami de Rouen, Maxime, merci. Je vous laisse découvrir la reprise, de qui est le morceau. Et voilà, je vais pas dire le titre du coup, sinon c'est grillé. Et on écoute tout de suite Royal Otis. On vous fait des gros bisous et puis allez voter, bordel. Bisous. Allez voter. Bisous. Et Darmanin d'émission. Darmanin.